Alors, on va poursuivre nos échanges avec la deuxième table ronde architecte. Donc, je vais vous demander, vous êtes devant nous, de venir me rejoindre. Et on va parler de comment ça se passe dans la vie, sur le terrain. Donc, à ma gauche, Cécile Brissac, ou Brisac, Brisac. Et vous représentez l'agence d'architecture Gensler. Alors, expliquez-nous qui est cette agence d'architecture. C'est ça. Donc, en fait, je viens de rejoindre cette agence, Gensler, qui est au départ une agence multinationale, américaine au départ, mais qui est. Donc, moi, je suis moi-même à Londres, qui est le siège européen, et l'agence a également des bureaux à Paris, en Allemagne, donc, voilà, et puis ensuite au Moyen-Orient. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment une agence multinationale. Que je viens de rejoindre donc à Londres dans l'atelier architecture, parce qu'ils font aussi beaucoup d'architecture d'intérieur et également urbanisme, paysagisme. Donc je viens de rejoindre cette agence en tant que directrice artistique il y a quelques mois. Voilà. Et auparavant, je co-dirigeais l'agence Brisac Gonzalez pendant 25 ans. Donc c'est un changement, un nouveau poste. Un changement important. Voilà. À votre gauche, Jean Vianney, et pour éviter d'écorcher votre nom, je vais vous demander de le prononcer, de nous présenter l'agence Béal et Blanckaert. Jean Vianney de l'Ersnider. Je représente aujourd'hui l'agence Béal et Blanckaert Architectes. Donc c'est une agence basée à Lille, mais qui intervient largement en Île-de-France, et notamment avec des projets actuellement à Rennes, à Nantes. Il nous est aussi arrivé d'aller vers Nancy aussi, côté est. C'est une agence qui a été créée dans les années 90 par Antoine Béal et Ludovic Blanckaert. Et depuis ces dernières années, il y a une nouvelle dimension à notre production qui est notamment liée au déploiement qu'on essaie d'amener à une grosse échelle de projet sur les matériaux biosourcés, la massification de l'emploi du bois, et donc ce qui nous amène, on va le voir, au recours notamment à la tuile. Donc venant d'un pays de briques, je vais plutôt parler de tuiles cet après-midi. D'accord, parfait. À côté de vous, Oriane Duchesnay, bonjour. Bonjour, Oriane Duchesnay, donc, de l'agence ITA Architecture, une agence basée à Paris qui a été créée en 2006 par Ingrid Taillandier. On est une agence, on fait majoritairement du logement social, en neuf, en réhabilitation. Et on a une attention particulière sur le travail de la densité sur nos projets, une densité qu'on va vouloir raisonner. Donc ça va être toute cette approche sur l'équilibre entre l'architecture, la respiration, la nature avec l'architecture. Voilà, trouver le meilleur équilibre de demain dans nos projets pour que ce soit des projets qui soient ancrés dans le territoire, pour que ce soit des projets qui soient acceptés par les résidents, les replacer au centre du projet pour qu'ils s'y sentent bien et qu'ils en prennent soin. Je vais vous demander de passer le micro à votre voisine, Christine Calus, et donc c'est l'agence Calus-Roussel Architecte que vous nous présentez. Bonjour, donc Christine Calus, je suis co-associée avec Philippe Roussel pour l'agence Calus-Roussel Architecte. Depuis plusieurs années, on travaille essentiellement sur des programmes petite enfance, même si on a commencé par les théâtres, donc voilà, la vie est longue. On était associé à François Deslogier, pour ceux qui connaissaient, dans les années 90, donc c'est aussi qui était un peu notre mentor. Alors on est passé du verre et acier au bois et à la tuile, à la brique, enfin voilà. Donc pareil, la vie est longue et les matériaux se succèdent. Ça n'empêche que voilà, tout est là. Et voilà, la sensibilisation des matériaux, j'en parlerai à travers les projets et entre autres à travers les enfants. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et je pense que la tuile et la brique font partie des matériaux bruts qui peuvent susciter des émotions et des sensations particulières. Voilà. Alors on va partir tout de suite sur la présentation des projets. Très bien. La brique, c'est cool. La brique, c'est cool. Alors évidemment, c'est un jeu de mots. Je vais présenter un projet qui a été réalisé au sein de
mon agence précédente, donc, Brisa Gonzalez. Donc ça fait longtemps que j'ai fait mes études en Grande-Bretagne et je suis basée à Londres. Mais pendant 20 ans, j'ai beaucoup travaillé des deux côtés de la Manche. Donc voilà. Et quand j'ai terminé mes études en Angleterre, l'image de gauche, voilà, c'était l'époque postmoderne. Et la brique, c'était vraiment pas cool. C'était plutôt ringard. J'ai fait mes études à l'école Architectural Association et dans le même temps, il y avait des projets comme voilà, celui de Franck Gehry à droite. Et la brique, à ce moment-là, dans le contexte anglais, londonien, c'était vraiment une architecture très traditionnelle. Il fallait, pour trouver un boulot dans une agence, il fallait savoir faire des détails de double mur avec cavité à l'intérieur, etc. Voilà. Pas très cool du tout quand on avait d'autres ambitions. On passe en 2000, donc ça c'est le projet qu'on a réalisé dans la ZAC Clichy-Batignolles. Donc on passe aux années 2012-2018. Donc on est avant la RE 2020. Mais déjà dans un contexte de projet d'écoquartier, parce que c'est devenu depuis un écoquartier avec donc des grandes ambitions environnementale, mais aussi une densité urbaine forte, mais dans un nouveau quartier de Paris qui n'avait pas encore sa propre identité. Et donc le projet regroupe 144 logements sociaux, un groupe scolaire, un centre sportif, en collaboration avec Antoine Regnault qui a réalisé un des plots de logement. Donc avait cette composante de mixité et un travail à faire sur une expression architecturale, donc dans un contexte inexistant, et la recherche d'une matérialité qui unifiait les différentes entités de programme, ce qui n'était pas évident, et également entre le socle et la partie haute du bâtiment. Et donc, en travaillant sur ces façades, c'est un projet qu'on a travaillé en atelier. Il y avait des ateliers tous les 15 jours pour la conception de la partie sud de la ZAC. Donc, on travaillait avec les autres architectes sur différentes thématiques. Donc, est venue la thématique des façades. Et ça nous intéressait de travailler sur peut-être une réinterprétation, ou en tout cas reprendre certaines thématiques, j'ai envie de dire, de l'architecture parisienne, peut-être vue de l'étranger, je ne sais pas. En tout cas, donc la verticalité des ouvertures, mais aussi l'ornement et la finesse du détail. Et comme c'était évoqué tout à l'heure, cette idée de la matérialité, de l'appropriation du matériau. Et donc la brique est venue finalement au fur et à mesure des études. Et puis évidemment, on avait déjà conçu la plupart des élévations, etc. Mais on s'est aperçu qu'en prenant la brique, il fallait tout redessiner sur le module de la brique. Parce que ça, c'est un des enjeux du matériau, c'est une taille donnée. Et quand on ne conçoit pas un bâtiment dès le début sur le module de la brique, et après, il faut tout redessiner sur le module de la brique. Petit détail. Voilà. Il vaut mieux le faire dès le début. Hein. Vaut mieux y penser au début. Mais bon, après, on s'adapte. Voilà, mais c'était un matériau qui, donc si je reviens à l'image précédente, donc ça c'est la partie logement, où on a travaillé sur l'assemblage donc on est sur une brique, une demi-brique, une demi-brique, un peu en nid d'abeille, donc en plein et en relief. Et puis ensuite on a, avec le même matériau sur le socle, donc réutilisé la même couleur, le même matériau, mais avec un assemblage différent. Donc là sur le socle de l'entrée du groupe scolaire. Un matériau qui était donc robuste au niveau de la rue. Et puis on a continué finalement, ce matériau a commencé à définir un motif qu'on a repris donc, dans les résils de façade, dans les garde-corps, jusque dans le dessin de la matrice de béton au sein du centre sportif, et même sur les imprimés des films translucides des bureaux dans le centre sportif. Et donc tout ça pour dire que c'est finalement pour nous, ça a été l'occasion de travailler avec un matériau qui donne une vraie identité, qui je pense, avec lequel les gens peuvent en effet se sentir proches, et qui donne du caractère, et qui a été
voilà, une façon de développer toute une écriture sur un ensemble de programmes. Je ne vais pas poser la question de pourquoi la brique, comme on avait un petit peu perdu de temps, enfin pas perdu, on avait mangé sur le temps. Donc là, on comprend pourquoi la brique, en fait. Bah, si on comprend, tant mieux. Jean Vianney, c'est à vous. Expliquez-nous votre travail et pourquoi la brique. Alors pourquoi la tuile en l'occurrence? Alors pourquoi la terre cuite? La terre cuite, et donc particulièrement la tuile. Donc voilà, comme on est lillois, on a évidemment beaucoup de projets où on abordait le thème de la brique, pour des raisons liées à notre terroir. Mais plus récemment, sur plusieurs projets, donc on a l'emploi de la tuile qui s'est imposé comme une évidence dans plusieurs situations, notamment liées au support. Et notamment au support, la construction bois, les structures primaires en bois et surtout les remplissages de façades, donc les FOB et les MOB, les remplissages en ossature bois. Donc ici, vous avez un projet donc, qui a reçu d'ailleurs le prix Architendance l'année dernière, un espace social commun pour le quartier de Maurepas à Rennes, où sont regroupés tous les services municipaux et sociaux de ce quartier. Et un projet qu'on est en train de livrer à Nantes, donc un bâtiment de bureaux avec certains remplissages de tuiles dans une façade à la fois exubérante et joyeuse, qui est un peu l'un des mantras de l'écriture architecturale développée sur les projets en ce moment à l'agence. Je vais revenir particulièrement sur deux projets qui ont un peu marqué cette introduction de la tuile dans la production de l'agence. Et le premier, ça a été ce bâtiment de bureau qui a été réalisé à Lille dans le secteur de la technologie. Donc c'est une ancienne friche industrielle qui vient se recomposer. Donc c'est vraiment, on est à Lille intramuros, quoi, à 2 pas du centre-ville. Et donc c'est un projet urbain qui vient se recomposer autour d'un des châteaux de l'industrie qu'on voit ici au second plan, ici l'usine Leblanc-Lafont. Et donc dans le projet de l'urbaniste, il y avait l'attente d'une matérialité qui vient uniformiser le quartier, une espèce de fil rouge, et qui fait aussi écho au fond de ville lillois. Donc une forte attente de terre cuite et principalement de briques. Et donc notre réponse a été donc de concevoir ce bâtiment en structure bois, poteaux, poutres bois, plancher bois, remplissage des façades par façade à ossature bois, et ensuite un manteau en terre cuite qui était en briques au stade du concours, et donc qui a migré par 2 fois. Enfin, l'identité finalement de ce projet a été amenée à évoluer par 2 fois. Je vais y revenir. Parce qu'en fait, ce projet-là, finalement, il répondait à une question paradoxale qui nous était posée au niveau du concours. C'est que la ville et l'urbaniste attendaient un projet en briques. C'était quasiment clairement écrit dans le brief du concours. Mais on construisait pour le compte d'un promoteur qui bâtissait toute sa réputation et son approche commerciale d'immobilier de bureau sur la construction bois en y allant à fond. Structure primaire, remplissage des façades, etc. Et donc on se retrouvait devant, on le pressentait évidemment, certaines difficultés réglementaires. Donc nous avons rendu ce concours en annonçant de la brique en façade, mais on savait pertinemment que les choses allaient devoir évoluer parce que le cadre réglementaire ne s'y prêtait pas. Et donc c'est ce qui s'est passé donc dans l'histoire particulière de ce projet. Alors, initialement, on a donc une matérialité en brique, et donc très vite, pour les questions réglementaires que l'on sait, et aussi ce paradoxe de mettre finalement une vêture lourde sur un bâtiment léger, une vêture maçonnée, donc avec les lits, le mortier, un assemblage humide sur une structure qui est intégralement sèche. Il y avait comme ça un certain nombre de paradoxes qui s'accumulaient, et puis voilà, le paradoxe fatal, c'est finalement le cadre réglementaire qui n'est pas du tout prêt pour ça. Et finalement, il y avait une forme de logique à faire migrer la conception de ce bâtiment avec le recours à la tuile. Quoi de plus logique finalement de mettre de la tuile sur une charpente bois. Et donc, l'idée de l'emploi de la tuile pour ce bâtiment nous plaisait bien dans le sens où finalement, il s'agissait d'un détournement d'un produit qui à la base est conçu pour de la toiture et de manière séculaire,
et de le réinterpréter de manière contemporaine sur les façades de ce bâtiment. Donc, très rapidement, on a fait évoluer la matérialité du projet en emmenant l'intégralité des acteurs, notamment en mettant certaines références de Bardo Petersen, qui évidemment ne cadraient pas forcément sur l'économie de projet. Et finalement, on a développé une apparence de tuile avec un industriel qui a son unité de production à 2 pas de chez nous, à Courtrai, donc à 20 minutes de voiture. Et donc, on a fait une collaboration avec Coramic pour finalement rentrer dans leur cuisine et comprendre quels sont l'ensemble des facteurs qui jouent sur l'apparence et la finition de la tuile, puisqu'il s'agissait de s'appuyer sur leurs avis techniques, et notamment sur le facteur parasismique, pour utiliser leur tuile sur notre bâtiment, mais tout en essayant de la rapprocher De la brique. de nos attentes esthétiques, notamment la colorimétrie, la matérialité, qui était la promesse du concours. Sauf que, une fois réalisé sur site, ce travail qui a été au demeurant passionnant avec l'industriel ne s'est pas révélé convaincant pour l'ensemble des acteurs. Et donc, il y a eu une deuxième évolution de la matérialité. Donc, du passage du saut de la brique à la tuile, on a ensuite opéré un saut de la brique grenaillée, donc d'aspect mat, à une brique vernissée. Et donc, il y a évidemment eu un sujet économique là-dessus, c'est que le coût de la fourniture d'une tuile vernissée est bien plus élevé qu'une tuile grenaillée, une tuile mat, pour tout un tas de raisons qui sont listées ici. Et donc il y avait un sujet économique qui se posait directement. D'ailleurs, pendant les phases de conception du projet, on avait envisagé à plusieurs reprises de se dire tiens, ce projet-là, il serait quand même très bien en brique vernissée, en tuile vernissée, pardon. Et finalement, on se l'était toujours un petit peu, on se l'était pas autorisé, dans le sens où ça ne risquait de pas cadrer avec le coût d'objectif de notre maître d'ouvrage. Et finalement, le sujet est revenu sur le tapis au moment du chantier, sauf que cette fois-ci, on avait autour de la table le poseur. Et donc, ça nous a permis de travailler avec lui à livre ouvert sur finalement tout ce qui décompose le prix. Et on s'est aperçu que on est allé jouer sur 2 leviers pour atténuer finalement la facture supplémentaire que représentait le passage d'une tuile mat à une tuile vernissée. En jouant sur 2 facteurs principalement, on s'est rendu compte que dans le catalogue de l'industriel, il y avait des tuiles de largeur plus grande qui sont à la base des accessoires. Et donc on a proposé que ces accessoires deviennent la tuile standardisée de l'ensemble du chantier. Et en fait, c'est un levier assez conséquent parce qu'on pose moins de tuiles par mètre carré, donc ça veut dire qu'on pose plus vite. Et on économise des accessoires qui, dans notre cas, étaient assez coûteux, puisqu'il y avait des petits crochets inox pour la vie technique parasismique qui coûtaient 1 € par tuile. Donc en fait, il y avait un effet de levier sur la fourniture qui, paradoxalement, nous permettait d'atténuer cette facture. Et finalement, le débat a été complètement tranché quand on s'est rendu compte aussi que ça accélérait la cadence de pose de la tuile. Et c'était un moment où le maître d'ouvrage était en train de négocier la vente de son bâtiment à un investisseur et l'accès des locaux à un preneur unique, en l'occurrence Capgemini. Et donc, finalement, le fait de regagner plusieurs mois à ce moment-là sur le planning chantier a été un facteur décisif et il n'y avait plus d'hésitation pour lui. Il n'y avait plus de problématique prix. Voilà, et donc sur ce genre de situation, ce qu'on aime toujours à dire à un moment donné à nos maîtres d'ouvrage, c'est que vous nous demandez de faire des économies, mais il y a une vision un peu pessimiste de formuler la question de cette manière-là, puisque on le vit comme, et aussi le client peut le vivre comme une dégradation du projet, une diminution des prestations, une diminution des générosités du projet. Alors que là, finalement, on a fait non pas des économies, mais de l'économie, en élargissant le cadre de la question et en changeant légèrement le point de vue, et finalement en faisant aussi comprendre à tout un tas d'acteurs, le poseur, mais aussi le maître d'ouvrage, qu'il y avait une évolution qui était tout à fait bénéfique pour l'ensemble des parties, tout en répondant à la question qui nous était posée. Et donc au final, on a ce bâtiment qui, avec sa tuile vernissée, a une apparence qui est sans doute beaucoup plus légère, beaucoup moins massive dans le paysage, puisque à la faveur des changements d'ensoleillement saisonniers ou même au cours de la journée, les façades prennent la lumière d'une manière complètement différente, et donc il y a une subtilité dans la lecture de ce bâtiment qui nous plaît beaucoup, et ça a été vraiment un saut très, très bénéfique dans la conception de ce projet.
Et le deuxième retour d'expérience, voilà, c'est un petit retour d'expérience sur les bâtiments que nous avons été amenés à concevoir sur le village olympique de Paris 2024. Donc on est intervenu sur le secteur de Universen, porté par Vinci Immobilier. Et donc on a réalisé la moitié, grosso modo, de l'îlot de gauche, en collaboration avec Clément Vergely, architecte. Et donc la question qui nous était posée par le plan urbain, avec ces îlots fermés, c'était de se dire... Qu'est-ce qui, à un moment donné, va nous faire travailler sur une homogénéité en tant qu'îlot? Donc, on a travaillé sur un rythme de trame, de fenestration, des fenêtres verticales qui font écho à l'architecture haussmannienne. Mais en même temps, il y avait un sujet de différenciation et d'identification de chaque immeuble qui se trouve en mitoyenneté. Et donc, là-dessus, on a travaillé sur des vêtures de façade qui sont amenées à être posées sur des FOB, puisque les ambitions du village olympique nous amenaient à l'emploi quasiment systématique de la FOB en façade. Et donc voilà, il y a juste 2 petits zooms sur 2 bâtiments parmi les 5 qu'on a réalisés. L'un qui utilise des bardeaux de terre cuite verticaux, où il y a un jeu entre la géométrie de la pièce et sa finition, où en fait le glaçage retombe dans le creux de la pièce, et finalement il y a une espèce de... non pas d'homogénéité totale de la finition vernissée du profilé, mais une petite nuance qui se crée et qui nous plaisait bien dans ce cas-là. Quelque part, ce qui pourrait être une imperfection, et une autre imperfection qui est liée au mode de production de cette tuile, qui se rapproche d'un mode de production artisanale. C'est une tuile moulée qui est vernissée à la main. Et donc, il y a un aspect un petit peu aléatoire, artisanal, de la découpe du bureau, de la manière dont le glaçage finalement arrive sur la tuile, et qui produit finalement sur une façade qui est dessinée très simplement une vibration. Il y a une homogénéité par la teinte, mais une vibration par le fait qu'il n'y a pas de tuile identique. Et voilà, c'est un aspect qui nous a particulièrement convaincus dans le choix et la prescription de ce matériau. Alors ça nécessite ensuite une grande précision, comme ce qui a été dit dans le calpinage de ces éléments. Voilà. Merci beaucoup. Et le recours à un prototype extrêmement important. Voilà. On pourrait en parler des heures. Je suis désolé de vous couper la parole. Vous pouvez applaudir. Mais on va rester c'est à vous. dans le même thème, on va rester dans le même thème de la tuile sur ossature-bois, parce qu'on va vous présenter, enfin je vais vous présenter le projet de la résidence intergénérationnelle porté par Batigère, qui est une résidence intergénérationnelle. Ça veut dire qu'il y a 2 résidences. Il y a une résidence étudiante de 94 logements et une résidence de logements familiaux, une 60aine. Qui sont connectés au rez-de-chaussée par des espaces communs qui partagent, donc ils cohabitent ensemble. Ils partagent une salle polyvalente, une salle de sport, une cafétéria. Donc on a l'organisation d'un projet en H. Il y a un seul accès unique pour la résidence, avec un jardin d'entrée et un deuxième jardin qui est plutôt privatif, où l'ensemble des locaux communs se tournent. Alors c'est un projet un peu qui s'implante dans un quartier en pleine mutation. Il fait le lien entre un tissu pavillonnaire et une plaine agricole, des activités agricoles. Et on a ce premier volume qui est la résidence étudiante, qui est un volume de teinte claire, qu'on est venu mettre à l'alignement parce qu'il est implanté au niveau à Ferrières-en-Brie, au niveau du château. Il y a une grande allée de l'impératrice Eugénie. Donc on est venu s'implanter à l'alignement avec une volumétrie qui se découpe en 3 plots. On est venu les évider en attique pour rappeler l'échelle de l'habitat. Et la résidence des logements familiaux qui se retrouve derrière, qui est composée aussi, qui se redécompose en 4 plots et qui viennent danser. Pourquoi ? Pour aller venir chercher des doubles orientations pour les logements. Le découpage en plots
se fait par des failles. C'est des failles qui sont installées à chaque séparation de plots. Ils sont là pour venir éclairer naturellement l'ensemble des circulations. Et c'est des espaces qui viennent se dilater, qui s'élargissent, qui ne sont plus que de simples espaces de circulation où les gens circulent, mais vraiment comme des salons d'étages partagés qui vont pouvoir s'approprier. Donc les espaces communs qui sont entièrement, qui va nous amener à la question de la structure, où on est sur une structure mixte avec un socle en bois et une ossature, un socle en béton, pardon, et une ossature pour l'ensemble des étages en hors site, ossature bois. Et donc vient se poser la question du revêtement de façade, qui finalement sont assez limités dans les types de revêtements pour ossature bois dans les règles connues aujourd'hui. Et on s'est orienté sur une tuile de teinte claire pour la résidence étudiante. C'est une tuile qui est entièrement vernissée, qui donne un aspect, du coup, par ses défauts, comme on peut l'appeler, mais qui donne un moirage naturel, ses défauts d'émaillage, on va dire, ces nuances qui offrent un moirage naturel. Et on arrive sur la volumétrie des logements familiaux, qui est en tuile plus foncée. Et alors, on a composé différemment sur différentes teintes sur chaque plot, parce que c'était important pour nous que chaque résident puisse identifier son plot, son logement. Donc on a un travail de pourcentage différent entre 30% vernis, 30% vernissé et 70% mat, et inversement pour les deux autres plots, ce qui permet à chaque résident de venir différencier son plot. Et alors nous aussi, on a eu une étape assez cruciale. On s'est un peu égaré pendant le projet, si je peux me permettre, parce qu'on a dû répondre à une question économique au moment de l'appel d'offres. Et donc, on nous a re-questionné sur le revêtement de façade. Donc, et on avait proposé des éléments de fibrociment qui reprenaient un dessin en écaille, voilà, pour essayer de répondre à une question économique. Et après de nombreux échanges et des bilans qui se remettent en place, mais surtout sur la qualité qu'offre la brique, un arbitrage avec Battigère a été fait pour conserver la tuile pour les qualités indéniables qu'on connaît de résistance, peu d'entretien aussi que ça demande. C'est des logements sociaux, ils ont la gestion de leur patrimoine, donc ça demandait peu d'entretien, et aussi pour sa qualité esthétique, que ce soit visuelle, au toucher, que donne la tuile et les vibrations qu'elle peut donner, l'accroche à la lumière qui sont différents, les 4 plots des logements familiaux qui diffèrent entre les pourcentages et le panachage qu'on vient créer permet de faire vibrer les façades différemment. Et il y a cette question aussi de la tuile d'angle qui a été aussi très importante au moment de l'arbitrage, parce que c'est des éléments qui sont standards. Donc pour un projet qui a 4, 5, 6, 7 plots, donc ça fait plus ou moins 28 angles, la question a été quand même importante et permet de garder l'effet monolithe qui était souhaité pour le projet. Donc voilà, ça c'est un deuxième projet où aussi on vient mettre la matérialité au service de l'usage. C'est un projet qui est situé à Paris 18e, le projet Boulevard Ney, qui est entièrement en briques. C'est du logement social. Il y en a 72. C'est un projet de densification d'une parcelle existante occupée par un projet de Dubuisson. Donc on est venu prolonger, donc on part sur le thème de la brique cette fois-ci. On est venu prolonger le projet en quinconce. C'est là où on s'est rencontrés, parce que ces 2 plots se sont connectés par un équipement qui est une crèche que vous êtes venu aménager. Et alors l'utilisation de la brique, donc on est sur les boulevards des Maréchaux, donc pour nous c'était dans une logique de venir
composé avec la brique dans l'histoire des HBM qui sont très présents dans le 18e et ce qui est sur la petite ceinture parisienne. Donc on est revenu avec une manière contemporaine réécrire l'histoire des logements sociaux d'aujourd'hui avec avec l'utilisation de la brique. On a travaillé la brique de teinte claire, on est venu travailler avec des arrondis, on est venu texturer avec un travail des trumeaux avec une géométrie de la brique, et c'est surtout aussi ces mouches à rabier, cette composition aérienne qu'on vient offrir au niveau des espaces extérieurs qui sont importants pour l'aménagement des espaces extérieurs, parce que dans un projet de densification avec les grandes tours de 18 étages juste derrière, ça permet d'intimiser aussi ces espaces extérieurs, que les usagers puissent s'approprier. Et puis on est sur le boulevard Ney, il y a le réaménagement du tram, c'est un espace assez bruyant. Et puis bénéficie d'une belle vue parisienne. Et là, on posait ce matin la question des garde-corps aussi en mouche à rabier. Dans notre cas, on est venu le doubler avec une structure. Mais en tout cas, la matérialité est offerte aussi aux résidents depuis leurs espaces extérieurs. Et ce n'est pas la brique qui fait garde-corps, mais c'est bien l'élément en serrurerie. Et la dimension de la brique aussi, elle a été très importante. On n'est pas sur une brique standard, elle est beaucoup plus fine, ce qui a été un choix important pour essayer de gérer au mieux les arrondis qui sont tous identiques. Donc voilà, on a la gestion des locaux vélos aussi, ça permet de les éclairer naturellement, l'ensemble des locaux. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir. C'est à vous, vous êtes plutôt brique ou tuile là? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux, alors allons-y. Donc j'ai voulu commencer par une citation de Christian Bobin, qui a écrit un tout petit texte qui est magnifique, qui s'appelle Le plâtrier siffleur. Donc c'est bienvenu parce que c'est d'actualité. Je vais vous la lire rapidement. Nous avons rendu le monde étranger à nous-mêmes, et peut-être que ce qu'on appelle la poésie, c'est juste de réhabiliter ce monde et de l'apprivoiser à nouveau. Et c'est peut-être ce lien entre la beauté, la simplicité, la frugalité qui va nous ouvrir à l'avenir. Je vais faire donc un parallèle évidemment entre la poésie et l'architecture. Comme j'ai un peu introduit l'agence, ça nous tient à cœur, et le parallèle entre la matérialité, la poésie, l'émotion est quelque chose qui est un peu le moteur des projets. Surtout dans le cadre de la petite enfance, et réhabiliter le monde et l'apprivoiser, je trouvais que ça s'illustrait pas mal avec les matériaux bruts, puisque je pense qu'on a fait un peu un tour, un peu comme disait Cécile, c'est-à-dire qu'il y a très longtemps, on avait tous ces bâtiments en briques, etc., tous ces bâtiments bruts, puis on est passé un peu à l'isolation par l'extérieur avec l'enduit, et puis on revient en fait à ces matériaux bruts qui ont quand même une qualité émotionnelle et sensorielle qui, je pense, on est tous d'accord là-dessus, qui en fait émane quand même d'une qualité quand même très agréable. Je parlais très rapidement parce que j'ai fait un panaché en fait des 3 ou 4 projets qu'on a fait en tuiles et briques. Donc je vais aller très vite parce que je crois qu'on est complètement... Ça va, on prend le temps. Allez-y, on est dépassé. Donc c'est un projet, donc la Villa Vauvenargues, qui est un pôle petite enfance qu'on a fait dans le 18e, pour lequel on a eu le prix Architendance, enfin les 3 prix Architendance 2018, donc c'est un peu vieux. Donc c'était un site industriel, je vais aller rapidement à l'essentiel, c'était un site industriel avec 2 blanchisseries, 2 halles et des petits bâtiments très peu intéressants, on va dire. Les halles étaient au premier étage peu exploitables puisqu'elles avaient une hauteur sur plafond réduite. L'idée a été de doubler en fait la structure existante par une ossature bois, de surélever pour pouvoir occuper l'espace du premier étage de façon plus généreuse.
et de rhabiller tout ça. Alors moi, j'aurais pas dit manteau, j'aurais dit robe. J'avais dit qu'on l'avait rhabillé un peu comme une robe de tuiles vernissées, donc blanche, parce que ce qu'on voit sur la photo en bas à gauche, on est dans une copropriété et donc les personnes étaient plein nord et se plaignaient énormément de la lumière. Donc on a essayé de ramener avec ce blanc de la lumière au centre du cœur d'îlot et ça a marché puisqu'il y a un des copropriétaires qui m'a invité chez lui pour me montrer que finalement la brillance de la tuile et le blanc de la tuile venaient réfléchir le soleil chez lui, alors qu'il n'avait jamais eu de soleil. Bon, ça, c'est la petite histoire que j'ai beaucoup aimée à la fin du projet. Bon, donc l'idée, c'était bien de bien tout réhabiller depuis le faîtage, c'est-à-dire en toiture et en bardage vertical, de façon à conférer un effet un peu plus contemporain que si on avait eu un toit plus un bardage vertical. Et ensuite, on a posé tout ça sur un socle en cuivre qui se retourne de façon colorimétrique avec le sol souple cuivré aussi. Donc voilà. Et tout ça, là, alors le cuivre est venu de la cheminée en briques rouges qu'on a gardée, et donc le cuivre faisait un petit peu pendant avec cette couleur-là. Et puis le blanc, je vous ai expliqué pourquoi. Et on voit bien là qu'on a rhabillé tout ce qu'on a pu en ossature bois. On a gardé quelques traces de ce qui restait de la vieille ossature des halles. Et tout ça rhabillé avec la tuile vernissée blanche avec trois. Alors il y avait 3 couleurs. Nous on n'avait pas, parce qu'on a fait un échantillon. Et en fait avec une seule couleur de blanc, c'était assez plat, je dois dire. Et donc nous on a 3 nuances de blanc. Donc ça on a bien travaillé là-dessus et ça a bien marché parce que c'est des toutes petites nuances et donc on n'a pas de patchwork. On sent juste vibrer la tuile et c'est assez magique. Et ça marche très bien aussi avec les enfants. Ça amène un peu de douceur, je trouve aussi. Deuxième projet, encore un multi-accueil pour les enfants. Donc c'est à Saint-Ouen. Et là, on a utilisé de la brique moulée, couleur ivoire. Alors, on a un bâtiment, encore une fois, existant en briques rouges qu'on a conservé. Le reste, c'était plus ou moins des bâtiments légers, mal construits, etc. Donc on a rasé. Et puis on a essayé de retrouver l'idée un petit peu des petites maisons avec les toits en pente et de contraster, de garder la même matérialité de la brique, mais de contraster avec l'existant pour pas venir en conflit avec lui, mais plutôt de faire une rupture franche et contemporaine. Pareil, pour retrouver, alors vous allez dire ça ressemble, mais pour retrouver encore une harmonie de couleurs, on a les encadrements en cuivre. Enfin là, ils ne sont pas en cuivre, ils sont en tôle laquée, parce qu'on avait un petit budget. C'est un projet avec un très petit budget. Voilà. Et l'idée était de ramener aussi un cœur d'îlot avec de la lumière. Donc on a tout rhabillé de la même façon. Alors ça, je voudrais en parler quand même de l'histoire de la structure, parce que je ferai quand vous aurez vu les 4 projets, je ferai une petite conclusion à la fin. Donc là, on est en pré-mur béton, parce que le bois n'est pas passé au niveau économique. Donc on a fait des pré-murs béton, on est passé en plancher béton également. Et donc la brique, on a isolé par l'extérieur, et la brique n'est qu'un parement finalement, mais bon, quand même un beau parement. Troisième projet, donc c'est encore un multi-accueil dans le 15e arrondissement. Donc c'était une ancienne, pareil, encore en réhabilitation, donc une ancienne imprimerie qu'on a rhabillée parce que elle était initialement c'était un bâtiment de béton des années 70 qui devait être pas mal, mais qui avait été complètement rhabillé avec un enduit assez laid. Et donc, du coup, on a tout rhabillé en briques. Et là, on a choisi de faire un soubassement en briques noires avec une dimension un peu particulière. J'avoue que j'avais vu ça à Bruges et j'avais été particulièrement séduite parce qu'au lieu, on a, je crois que c'est 7,5 par 70 ou 72 cm. Je ne sais
sais pas si on l'a, non, c'est pas la Wienerberg. je leur ai bien cassé les pieds pour avoir cette brique qui est très très belle. Et l'avantage de la brique par rapport à la tuile, à part toi qui as trouvé les nuances, c'est que la brique a ses propres nuances. Et ça, c'est vraiment très très beau. Et on a réhabillé le haut par des briques de verre. Donc toujours trouver la brique, mais alors là, on n'est plus dans l'argile. On est parti sur un autre matériau, mais qui donne une autre profondeur et une légèreté. On a l'impression d'avoir un socle un peu massif et puis quelque chose de beaucoup plus léger au-dessus. Donc tout ça, c'est des recherches plus de matérialité, j'ai envie de dire, que de je ne sais quoi. Et dernier projet, le centre de santé, un centre de santé. Donc là, on était sur un sous-sol complet. On a créé un patio pour y installer l'ensemble des cabinets médicaux sur le pourtour. Pareil, donc là, tout était en béton. Donc, quand on a cassé, on a refait le béton et on a ramené. Là, on n'avait pas d'épaisseur, pas de place. Donc, on a ramené une plaquette vernissée. Et alors là, ça a été la catastrophe esthétiquement parce que les briques, en fait, au moment de l'émaillage, il n'est pas toujours facile de maîtriser la couleur. Et ça a été un peu la douche froide à l'arrivée du chantier parce qu'on avait fait beaucoup d'essais et on était arrivé sur quelque chose qui nous satisfaisait et ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc ça fait un petit peu pixelisé, on peut dire. Voilà. Et pour terminer, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que je pense que ce qui serait vraiment intéressant, alors sauf quand on a une ossature bois, effectivement, un mob, etc., où là, je trouve que la tuile, bon, pas la brique, mais la tuile devient un bardage intelligent, entre guillemets. Au niveau de la tuile, alors là, j'ai vu que ça, au niveau de la brique, j'ai vu que ça, il y avait un matériau qui venait de sortir et qui m'intéresse, c'est-à-dire que de revenir un peu à la brique structurelle et d'arrêter de faire un mur béton, un isolant et un parement. Enfin, je pense qu'on peut maintenant aller un petit peu plus loin et d'intégrer en fait la brique comme matériau structurel, comme on sait avant en fait. Et peut-être avec une isolation intérieure, comme on fait les prémurs isolés ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était ma conclusion. Merci, vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Et on va continuer, mais vous pouvez rester. Hein. Je vais demander à Isabelle de nous rejoindre. Isabelle Dorgeret, donc directrice générale de la Fédération française d'études des briques et du CTMNC. J'y suis arrivé. Allez vous installer et faites-nous un petit peu la synthèse de cette journée, s'il vous plaît. Alors, merci Stéphane, merci à tous, merci beaucoup pour vos présentations, c'était extrêmement intéressant. Et donc, c'est à moi que revient la mission de clore cet après-midi et cette journée. Et je voudrais d'abord souligner la richesse de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Voilà, dans un lieu emblématique. Les interventions ont été vraiment denses, éclairantes. Les échanges étaient extrêmement intéressants. Voilà, merci chaleureusement à tous les intervenants, à tous ceux qui ont bien voulu prendre la parole aujourd'hui pour cette journée. Donc cet après-midi, pour faire une sorte de synthèse, donc, nous avons finalement remonté au tout début du cycle de vie des tuiles et des briques en parlant de la matière première avec Frédéric, qui nous a rappelé que l'argile était une ressource 100% naturelle, locale, géosourcée, renouvelable. Elle est abondante et elle permet de fabriquer des projets comme nous venons de le voir. Ensuite, je vous ai présenté la feuille de route de décarbonation de la filière. Voilà une démarche collective, volontaire, avec des objectifs ambitieux. L'idée est de positionner la profession, l'ensemble de la profession, correctement face aux enjeux de la RE 2020, des émissions de CO2 et puis du confort et de la qualité du bâtiment. Ensuite, Céline
nous a rappelé les qualités essentielles de la terre cuite, hein, justement, par rapport aux enjeux de la RE 2020, performance thermique, inertie, résistance au feu, durabilité. Elle a rappelé également que les tuiles et briques sont parmi les premiers produits, finalement, à avoir été et à être toujours réemployés. On en parle aujourd'hui, c'est d'actualité, mais c'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps, qui n'a pas réutilisé des tuiles, des briques ou des pierres naturelles également. 94% aussi, je retiens ce chiffre, de la production des tuiles et des briques en France est couverte par une FDES, une fiche de données environnementales et sanitaires. Normalement, il y a assez peu de familles, je dirais, de produits qui sont aussi bien représentés au niveau des FDES. On a également, bien sûr, parlé de réemploi, je le disais, et de tout ce qui est nécessaire pour, je dirais, sécuriser et rendre assurable, sécuriser en fait cette pratique du réemploi. Voilà, et je vous rappelle que donc nous allons travailler, le travail a déjà démarré, donc à la rédaction de recommandations professionnelles de réemploi, et ce qui permettra justement de sécuriser tout cela. Donc j'ai entendu, nous avons tous entendu l'appel de Samuel Delmas de ce matin pour que les industriels s'emparent du sujet, également sur l'aspect finalement du côté de mise à disposition des produits. Nous avons eu aussi la chance de vous entendre, tous les quatre, cet après-midi, présenter vos projets qui montrent finalement toute la richesse de l'utilisation des tuiles et des briques que nous fabriquons. J'en retiens, j'irai à la volée de ce que vous avez dit, un certain nombre de points. La brique, c'est cool. Voilà, ça m'a bien plu. J'ai entendu aussi, j'ai pris un peu à la volée ce que vous avez dit, ce qui m'a marqué. Elle donne une vraie identité. On a également parlé de poésie. Merci, puisque c'est un produit qui est extrêmement attachant. Je veux dire, c'est tous les gens qui fabriquent dans cette des produits qui sont dans cette industrie vous le diront, peut-être moi la première. On est tous fiers de travailler pour cette industrie des tuiles et des briques pour ces raisons-là de poésie, de vibration, d'inscription dans l'architecture. Et puis également, j'ai noté, je ne sais plus à quel endroit, voilà, communiquer des émotions, ce que disait Miguel Corriero ce matin, susciter des émotions, vous l'avez dit aussi. Voilà, ça... Chez nous aussi, le côté industriel, on a aussi cette émotion que nous partageons avec vous. Et merci de l'avoir mis en lumière. Vous avez parlé de variété de formats. On l'a vu encore avec le dernier projet que vous nous avez montré, avec ces briques voilà, très, très allongées. Les textures, les teintes, les différentes façons de les poser, etc. Et tout ça, finalement, réécrit la modernité en restant dans le déjà là, en s'inscrivant dans ce qui est construit déjà aujourd'hui, qui est plus ancien. Vous venez apporter la modernité de votre œil, de votre vision, de vos émotions, et merci pour tout ça. Merci pour tout ça. Nous avons aussi parlé de pérennité, de confort thermique. Nous avons beaucoup parlé de structures bois, de MOB, de COB, de FOB, et finalement la grande je dirais, adaptabilité des tuiles à ces types de structures, et des briques également, donc qui permettent de venir apporter finalement une robe, un manteau, une veste, voilà, minérale finalement autour de cette construction bois, voilà, ce qui sont des sujets qu'on défend aussi nous, enfin voilà, qu'on aime voir, écrire et construire. Voilà. Nous avons parlé beaucoup de réemploi, je l'ai déjà dit.
Voilà, c'est un sujet qui nous préoccupe aussi en tant qu'industriels responsables, voilà, pleinement mobilisés sur tous les sujets liés au climat, à la décarbonation, et donc le réemploi en fait partie aussi. Voilà. Ces échanges que nous avons avec vous, architectes, entre les fabricants et nous, ils sont essentiels. Ils nous poussent à nous renouveler aussi, à évoluer, à progresser. Et voilà, je retiens de cette journée aussi l'expression d'un lien extrêmement particulier entre vous, les architectes, et nous, les industriels. Et c'est grâce à ce matériau si chaleureux qu'est la terre cuite. Et voilà, je m'en réjouis. Moi, je suis passionnée, comme vous pouvez l'entendre aussi. Voilà. Donc, merci à vous de réinventer chaque jour de nouveaux usages et de permettre à ce produit si attachant, si ancré dans l'histoire de notre architecture, de nos paysages, de rester une réponse moderne, d'avenir pour la construction et face à tout ce qui nous attend pour le futur. Voilà, au nom de la profession, de toute la profession, du Centre technique et de la Fédération, je voudrais vous remercier chaleureusement tous les participants, tous les intervenants. Merci également, grand merci à Stéphane pour l'animation de cette journée. Et voilà, merci à vous tous. pour votre confiance. Merci.